Vous êtes-vous déjà senti coupable de prendre un jour de congé, de vous faire plaisir avec votre plat préféré, ou de passer un peu plus de temps à prendre soin de vous? Ou peut-être qu'on vous a fait sentir égoïste parce que vous avez mis vos besoins en premier. Eh bien, il est temps d'analyser ces sentiments et d'explorer l'intersection fascinante entre l'amour de soi et ce que certains pourraient appeler de l'égoïsme. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'esprit de certains des philosophes et psychologues les plus influents à travers les âges, des penseurs qui ont osé défier le statu quo et apporter un nouvel éclairage sur le rôle profond que joue l'amour de soi et l'égoïsme dans nos vies. Nous explorerons les idées révolutionnaires de Friedrich Nietzsche, Carl Rogers, Abraham Maslow, Aristote, Ayn Rand, Jean-Paul Sartre, Bouddha et Erich Fromm. Nous découvrirons la sagesse cachée dans leurs enseignements et appliquerons leurs idées à nos propres vies. Le monde nous envoie sans cesse des signaux contradictoires sur l'amour de soi et l'égoïsme. D'un côté, on nous encourage à être altruistes et attentionnés, à mettre les autres avant nous-mêmes. D'un autre côté, on nous dit qu'il est normal de s'aimer soi-même et de donner la priorité à nos propres besoins. Ces messages contradictoires peuvent nous laisser confus et coupables, sans savoir comment trouver le bon équilibre. Et c'est là que l'importance du sujet d'aujourd'hui entre en jeu, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. En développant une meilleure compréhension de l'amour de soi et de l'égoïsme, nous pouvons mener une vie plus saine et plus équilibrée. Nous pouvons apprendre à poser des limites, à prendre du temps pour nous-mêmes et à apprécier qui nous sommes, avec toutes nos forces et nos faiblesses. Nous pouvons le faire sans culpabilité ni paraître égoïste. Personnellement, j'avais du mal avec ces concepts-là. Il y a eu des moments où je me privais de repos, de plaisir et même de santé juste pour éviter d'être vu comme égoïste. Je me pliais en quatre pour satisfaire les autres, souvent au détriment de mon propre bien-être. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à étudier la philosophie et la psychologie que j'ai commencé à comprendre la valeur de l'amour de soi et la nécessité d'une certaine forme d'égoïsme. Ces prises de conscience ont transformé ma vie personnelle et professionnelle, menant à une plus grande satisfaction et plus de succès. Alors, que vous soyez ici par curiosité, à la recherche d'un développement personnel ou pour obtenir des idées qui peuvent stimuler votre réussite professionnelle, je crois que cette série a quelque chose de précieux à vous offrir. Ensemble, nous remettrons en question les idées reçues, explorerons de nouvelles perspectives et entreprendrons un voyage vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Quand nous parlons d'amour de soi, nous ne parlons pas simplement de se faire plaisir avec une journée au spa ou de s'offrir un repas raffiné. L'amour de soi est un concept profond et significatif qui va au-delà des simples gestes. Il s'agit de s'accepter pleinement, avec nos qualités, nos défauts et tout ce qu'il y a entre les deux. Il s'agit de reconnaître notre valeur intrinsèque et de nous traiter avec bienveillance et respect. L'amour de soi ne vise pas la perfection. Il s'agit d'acceptation. Il s'agit de comprendre que nous sommes des œuvres en cours et qu'il est normal de faire des erreurs. Il s'agit de nous accorder la même compassion, compréhension et patience que nous offrons souvent aux autres. L'amour de soi n'est pas de la vanité ou de l'arrogance. Il s'agit de reconnaître notre humanité, notre mélange unique de force et de faiblesse, et de nous valoriser pour ce que nous sommes. L'amour de soi implique aussi de prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel et mental. Il s'agit de prendre du temps pour soi, de fixer des limites, de poursuivre nos intérêts et de donner la priorité à nos besoins. Il s'agit de nourrir notre corps, de stimuler notre esprit et de cultiver notre âme. Alors, comment cela se relie-t-il à l'égoïsme ? Cela nous amène à notre prochain terme. Le terme égoïsme porte souvent des connotations négatives. Il est généralement utilisé pour décrire quelqu'un qui place ses propres intérêts au-dessus de ceux des autres, souvent au point de causer du tort ou de négliger les besoins des autres. Cependant, comme pour beaucoup de concepts, il y a plus d'un aspect à cette histoire. Dans le contexte de notre discussion, lorsque nous parlons d'égoïsme, nous ne faisons pas référence à ce comportement nuisible et négligent. Au lieu de cela, nous faisons référence à une forme d'égoïsme plus saine et plus constructive, qui consiste à affirmer nos besoins et à prendre des décisions qui profitent à notre bien-être,
même si elles ne correspondent pas toujours aux attentes des autres. C'est ce type d'égoïsme qui nous permet de dire non lorsque nous sommes surchargés, de poursuivre nos passions même si elles ne correspondent pas aux normes sociales, et de donner la priorité à notre bien-être, même si cela peut sembler égoïste. C'est une forme d'égoïsme qui respecte les besoins des autres, mais qui reconnaît que nous avons aussi des besoins tout aussi importants. La relation entre l'amour de soi et l'égoïsme peut sembler un peu compliquée, mais les deux sont étroitement liés. Pour vraiment s'aimer, il faut être un peu égoïste. Nous devons être prêts à donner la priorité à nos besoins, à poser des limites et à faire des choix qui favorisent notre bien-être et notre bonheur. Et pour être égoïste de manière constructive, nous devons d'abord reconnaître notre valeur intrinsèque, ce qui nécessite à son tour l'amour de soi. En essence, l'amour de soi et un niveau sain d'égoïsme vont de pair. Ce sont les deux faces essentielles à notre développement personnel et à notre bien-être. Cette interaction dynamique entre l'amour de soi et l'égoïsme est ce qui nous permet de traverser la vie avec résilience, confiance et paix intérieure. Mais d'où proviennent ces concepts ? Comment ont-ils évolué au fil du temps ? Et comment s'intègrent-ils dans la grande tapisserie de la pensée philosophique et psychologique ? Au fil de cette vidéo, nous allons nous pencher sur ces questions et bien d'autres encore, en explorant les perspectives fascinantes de divers philosophes et psychologues et en découvrant les profondes réflexions qu'ils nous offrent. Rappelez-vous, le but ici n'est pas d'encourager l'égoïsme au sens négatif, en ignorant les autres et en causant du tort. Au contraire, nous voulons vous guider vers un sens de soi équilibré et sain, où vous pouvez affirmer vos besoins, reconnaître votre valeur, tout en respectant et prenant soin de votre entourage. Nous avons maintenant commencé à plonger dans les profondeurs de l'amour de soi et de l'égoïsme sain, deux concepts non seulement étroitement liés, mais qui jouent également des rôles essentiels dans notre santé mentale, notre développement personnel et notre bien-être général. Comprendre pourquoi l'amour de soi est crucial pour la santé mentale nous plonge dans les neurosciences, la psychologie et le comportement humain. Pendant des décennies, les psychologues et les chercheurs ont souligné le lien direct entre la façon dont nous nous percevons et l'état de notre santé mentale. Imaginons maintenant notre esprit comme un jardin rempli d'amour, de positivité et de soins, a plus de chances de s'épanouir, n'est-ce pas ? De la même manière, lorsque notre esprit est imprégné d'amour de soi, il peut aussi s'épanouir. L'amour de soi agit comme un mécanisme de défense naturel contre les épines du doute de soi, de l'autocritique et du discours intérieur négatif, des éléments qui peuvent empoisonner notre jardin mental et mener à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Pratiquer l'amour de soi permet de valider ses propres émotions et expériences. Nous considérons comme normal de ressentir nos émotions et que nos sentiments sont importants. Cette validation peut empêcher la répression émotionnelle, un facteur souvent lié à la détresse psychologique. L'amour de soi nous donne la confiance nécessaire pour affronter les défis de la vie. Au lieu de nous effondrer sous la pression ou de succomber au stress, nous pouvons rester debout, sûrs de nous, en sachant que nous sommes capables, et que nous méritons de surmonter ces obstacles. Cette résilience est fondamentale pour maintenir une bonne santé mentale et faire face aux hauts et aux bas de la vie. Et comment l'égoïsme sain s'intègre-t-il dans ce tableau ? Eh bien, si l'amour de soi est le terreau dans lequel notre jardin mental s'épanouit, alors l'égoïsme sain est l'acte de prendre soin de ce jardin, en veillant à ce qu'il reçoive la nourriture dont il a besoin. L'égoïsme sain consiste à reconnaître et satisfaire nos besoins. Il s'agit de s'accorder du temps au milieu de nos emplois du temps chargés, de donner la priorité à notre bien-être et de ne pas avoir peur de poser des limites. Cet acte qui consiste à accorder de l'importance à nos besoins favorise le développement personnel en nous permettant de mieux nous comprendre, d'affiner nos compétences et de poursuivre nos centres d'intérêt. De plus, c'est grâce à un égoïsme sain que nous apprenons la valeur de savoir dire non, d'éviter de trop s'engager, de vouloir plaire à tout le monde et de ne pas trop se dépasser. Ce sont des pièges dans lesquels beaucoup d'entre nous tombent, souvent au détriment de notre bien-être mental et émotionnel.
Apprendre à dire non aux choses qui nous épuisent est un acte d'égoïsme sain, une étape cruciale dans le développement personnel. Lorsque nous combinons l'amour de soi et l'égoïsme sain, ils forment une synergie puissante qui ouvre la voie à une vie équilibrée, satisfaisante et épanouissante. Ils nous permettent de maintenir une harmonie mentale, de grandir en tant qu'individu et de traverser le parcours de la vie avec assurance et résilience. En nous aimant nous-mêmes, nous posons les bases de notre jardin mental, en le rendant un terrain fertile pour les pensées positives, l'estime de soi et la résilience. Avec un égoïsme sain, nous veillons à ce que ce jardin reçoive les soins, l'attention et la nourriture nécessaires à son épanouissement. Ensemble, ces concepts nous guident vers une vie où nous pouvons rester debout, sans être influencés par les vents de la validation ou de l'approbation extérieure, mais solidement enracinés dans l'amour et l'appréciation de soi. Ils nous mènent vers un endroit où nous pouvons trouver un équilibre, en honorant nos propres besoins tout en respectant ceux des autres. Au fil de notre parcours, nous continuerons à découvrir la sagesse contenue dans ces concepts, guidés par les profondes réflexions des philosophes et des psychologues qui ont éclairé le chemin vers l'amour de soi et un égoïsme sain. Dans leurs enseignements, nous découvrirons non seulement des connaissances théoriques, mais aussi une sagesse pratique et applicable qui peut transformer nos vies. Alors avançons sur ce chemin, curieux, ouverts et prêts à apprendre. Notre premier arrêt. Le psychologue influent Carl Rogers, connu comme l'une des figures fondatrices de la psychologie humaniste. Les théories de Rogers ont laissé une marque indélébile dans ce domaine. Plongeons dans son univers et découvrons sa perspective sur l'amour de soi. Carl Rogers, né en 1902, était un pionnier dans son domaine. Son accent sur l'expérience humaine individuelle et l'actualisation de soi a été transformateur et a remis en question les perspectives psychanalytiques et behavioristes dominantes de son époque. L'approche de Rogers était centrée sur la personne, mettant en avant la bonté innée et le potentiel de croissance de chaque individu. Son travail, riche en compassion et en empathie, a laissé un héritage durable en psychologie, en conseil et en psychothérapie. Rogers croyait que, pour qu'une personne atteigne un état d'actualisation de soi, le plus haut niveau de développement psychologique, où l'on réalise son plein potentiel, ils doivent ressentir une considération positive inconditionnelle. Ce terme, inventé par Rogers, désigne l'acceptation et l'amour total de soi, peu importe le comportement ou les circonstances. C'est l'incarnation même de l'amour de soi dans la psychologie humaniste de Rogers. L'élément clé est l'inconditionnalité. Selon Rogers, l'amour de soi ne devrait pas dépendre de conditions de valeur. Il ne devrait pas dépendre des réussites, de l'approbation des autres ou de la conformité aux normes sociales. Au lieu de cela, il a préconisé un amour de soi qui existe indépendamment de ces facteurs externes, fondé sur la compréhension et l'acceptation de sa propre valeur unique et intrinsèque. Selon Rogers, l'amour de soi n'est ni de la vanité ni de l'arrogance. Il ne s'agit pas de se croire supérieur aux autres. Il s'agit surtout de reconnaître sa valeur. Être ouvert à ses propres expériences et faire confiance à ses propres perceptions et sentiments. Rogers pensait que cet amour de soi inconditionnel est fondamental pour la croissance personnelle et l'accomplissement de soi. L'amour inconditionnel crée un espace sûr pour l'exploration et la compréhension de soi. Nous apprenons de nos erreurs, ce qui favorise notre croissance personnelle. Nous cultivons également un locus d'évaluation interne, où nous faisons confiance à nos propres jugements et ne comptons pas uniquement sur l'opinion des autres pour être validés. Selon Rogers, l'amour de soi inclut aussi l'acceptation de notre capacité à changer et à grandir. Il s'agit de reconnaître que nous ne sommes pas des êtres statiques, mais que nous évoluons continuellement. L'amour de soi, dans ce sens, signifie non seulement accepter qui nous sommes à l'instant présent, mais aussi accueillir qui nous pouvons devenir. De plus, l'approche thérapeutique de Roger était fondée sur la conviction que le rôle du thérapeute était d'offrir un environnement d'acceptation inconditionnelle, d'empathie et d'authenticité, afin de favoriser l'amour de soi et la croissance chez ses clients. Il a proposé que lorsque les individus sont exposés à un tel environnement, ils évoluent naturellement vers une meilleure compréhension de soi, une plus grande acceptation de soi et une réalisation de soi. Cela illustre la conviction de Roger dans le pouvoir transformateur de l'amour de soi.
La perspective de Roger sur l'amour de soi a non seulement révolutionné les pratiques thérapeutiques, mais elle résonne également profondément avec notre discussion. Ces idées offrent une perspective nouvelle, nous invitant à adopter un amour de soi inconditionnel, et à le considérer comme une porte d'entrée vers la croissance personnelle et la réalisation de soi. À présent, nous portons notre attention sur le travail d'un autre psychologue influent, Abraham Maslow. Pionnier de la psychologie humaniste, comme Carl Rogers, les théories de Maslow sur l'actualisation de soi et la hiérarchie des besoins offrent une perspective intéressante sur notre discussion. Né en 1908, Abraham Maslow était un psychologue américain de renom qui a laissé une empreinte significative dans le domaine grâce à son approche humaniste. Cette approche, souvent appelée la troisième force en psychologie, mettait l'accent sur la bonté inhérente des individus et sur l'importance d'un développement psychologique sain. Maslow est peut-être surtout connu pour sa théorie de la hiérarchie des besoins, un modèle qui continue d'influencer divers domaines, de la psychologie et de l'éducation aux affaires et au marketing. Au cœur du travail de Maslow se trouve le concept d'accomplissement de soi, qu'il a placé au sommet de sa hiérarchie des besoins. Selon Maslow, l'accomplissement de soi est le processus continu de réalisation de son potentiel. Ce concept est étroitement lié à notre discussion sur l'amour de soi et l'égoïsme sain, car il englobe l'idée de croissance personnelle et d'amélioration de soi. La pyramide des besoins de Maslow est une hiérarchie, avec les besoins physiologiques comme la nourriture et l'eau à la base, et l'accomplissement de soi au sommet. Selon Maslow, il faut satisfaire les besoins de base avant de pouvoir poursuivre ceux de niveau supérieur. Donc, avant de rechercher l'accomplissement de soi, il était nécessaire de satisfaire d'abord ses besoins de sécurité, d'amour, d'appartenance et d'estime. Cette théorie offre un point de vue fascinant pour examiner l'amour de soi et l'égoïsme. Selon la pyramide de Maslow, l'amour de soi est essentiel pour satisfaire les différents besoins humains. En pratiquant l'amour de soi, nous reconnaissons et prenons en compte nos besoins physiologiques et psychologiques. Cet acte de soin de soi, qui pourrait être interprété comme une forme d'égoïsme sain, est une étape nécessaire dans la quête de l'accomplissement de soi. Maslow a également souligné l'importance de l'estime de soi dans la hiérarchie, mettant en avant le rôle de l'amour-propre et du respect dans le développement personnel. Il a proposé que les individus doivent éprouver du respect pour eux-mêmes, ainsi que le respect des autres, pour progresser dans la hiérarchie. L'amour-propre joue un rôle essentiel ici, car il constitue la base de l'estime de soi et du respect de soi. De plus, la quête de l'accomplissement de soi peut elle-même être considérée comme un acte d'égoïsme sain. Selon Maslow, l'accomplissement de soi implique la recherche de la croissance personnelle, de l'épanouissement et des expériences optimales. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi. Cette quête, bien qu'on puisse la considérer comme une forme d'égoïsme, est positive et saine, car elle favorise le développement personnel et l'épanouissement. En se concentrant sur la croissance personnelle et la satisfaction de ses propres besoins, la théorie de Maslow souligne l'importance d'un certain degré d'égoïsme pour mener une vie épanouissante. Cependant, il est important de noter que pour Maslow, l'accomplissement de soi impliquait aussi la transcendance, le don de soi aux autres et la reconnaissance d'un lien avec la communauté humaine au sens large. Le point de vue d'Abraham Maslow ajoute une dimension supplémentaire intéressante à notre compréhension de l'amour de soi et de l'égoïsme sain. Son travail éclaire le chemin vers l'accomplissement de soi, en mettant l'accent sur le rôle de l'amour de soi dans la satisfaction de nos besoins, et sur l'importance d'un égoïsme sain dans notre développement personnel. En nous aventurant dans le domaine de la sagesse ancienne, nous portons maintenant notre regard sur l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, Aristote. Son œuvre complète, couvrant des domaines allant de la métaphysique à l'éthique et à la politique, a façonné des siècles de réflexion et offre encore aujourd'hui des perspectives précieuses pour notre discussion sur l'amour de soi et l'égoïsme sain. Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ, fut élève de Platon et plus tard précepteur d'Alexandre le Grand.
Il a fondé le lycée, une école à Athènes, où il a donné des cours pendant plus de 10 ans. Son œuvre a profondément influencé la philosophie occidentale, servant de fondement à de nombreuses théories et pratiques philosophiques ultérieures. Au cœur de la philosophie éthique d'Aristote se trouve le concept de daimonia, souvent traduit par bonheur ou épanouissement. Aristote a proposé que l'eudémonia est le but ultime de la vie et de la pensée humaine. Cependant, il ne s'agit pas d'un état passager de bonheur ou de plaisir, mais plutôt d'un état durable qui résulte d'une vie vertueuse et de la réalisation de son plein potentiel. L'idée de démonia est intrinsèquement liée au concept d'amour de soi et d'intérêt personnel rationnel. Aristote a soutenu que l'amour de soi n'est pas simplement acceptable, mais nécessaire à l'eudémonia. Pour lui, l'amour de soi n'était pas une démarche narcissique, mais signifiait plutôt souhaiter et œuvrer pour ce qui est véritablement bon pour soi-même. Chez Aristote, l'amour de soi est intimement lié à sa notion d'intérêt personnel rationnel. Il a suggéré que nous sommes naturellement des êtres rationnels voulant atteindre notre plein potentiel. Ainsi, le véritable amour de soi exige la poursuite de la vertu et de la sagesse, devenant la meilleure version de nous-mêmes. C'est une forme d'égoïsme sain, où l'on cherche l'épanouissement et la croissance personnelle, non pas au détriment des autres, mais comme un moyen de contribuer positivement à la société. Pour comprendre comment les enseignements d'Aristote s'appliquent à la vie réelle, examinons quelques applications pratiques. Supposons que vous soyez musicien, par exemple. Adopter l'amour de soi, au sens aristotélicien, signifierait se consacrer à perfectionner son art, comprendre et exprimer sa voix artistique unique et atteindre son plus haut potentiel. Il s'agit de reconnaître votre passion et votre potentiel et de les utiliser pour contribuer au monde de façon unique. Ou imaginez un scénario où vous devez choisir entre un emploi très bien rémunéré que vous n'appréciez pas et un emploi moins bien payé qui correspond à vos passions. En suivant la philosophie d'Aristote, l'acte d'amour de soi consisterait à choisir la voie qui vous épanouit réellement et vous permet de réaliser votre potentiel, même si elle semble plus difficile ou moins lucrative. Ces exemples saisissent l'essence de l'eudémonia selon Aristote, une vie d'épanouissement, atteinte par la recherche de la vertu et de l'excellence personnelle. À cet égard, l'amour de soi et un certain degré d'égoïsme ne sont pas seulement souhaitables, mais aussi essentiels. Ils nous poussent à nous améliorer et à réaliser notre potentiel, contribuant à notre épanouissement individuel et, par extension, à l'amélioration de nos communautés. La sagesse d'Aristote éclaire une nouvelle dimension dans notre exploration de l'amour de soi et de l'égoïsme sain, renforçant l'idée que ces concepts ne sont pas contradictoires, mais des facettes complémentaires d'une vie épanouissante. Sa philosophie nous invite à réfléchir à notre potentiel, à nos passions et aux choix que nous faisons, en soulignant l'importance de l'amour de soi vertueux et de l'intérêt personnel rationnel dans notre quête de l'eudémonia. Notre voyage nous mène maintenant à une figure controversée mais très influente dans le domaine de la philosophie et de la littérature, Ayn Rand. Née en 1905 en Russie, Rand a émigré aux États-Unis dans les années 1920, où elle a développé son système philosophique connu sous le nom d'objectivisme, qui est résumé dans ses romans comme La Source vive et La Grève. La philosophie de Rand prône une forme d'égoïsme éthique, qu'elle a décrite comme la vertu de l'égoïsme, offrant une perspective distinctive dans notre exploration de l'amour de soi et de l'égoïsme sain. La philosophie d'Ayn Rand, l'objectivisme, promeut la recherche de son propre bonheur comme le but moral suprême. Elle prônait une forme d'égoïsme rationnel, où la vie et le bonheur de l'individu sont ses valeurs ultimes. L'objectivisme soutient que chaque individu a l'obligation morale de poursuivre son propre intérêt, de rejeter l'altruisme et de défendre les droits individuels. Dans son livre « La vertu de l'égoïsme », Rand explique que sa conception de l'égoïsme n'est pas un mépris des autres, mais un refus de se sacrifier pour autrui. Il est important de noter que la notion d'égoïsme rationnel de Rand ne promeut pas le préjudice ou l'exploitation d'autrui.
Au contraire, il s'agit de vivre d'une manière fidèle à soi-même, qui respecte ses propres valeurs et ambitions, et qui conduit finalement à l'épanouissement personnel. Selon Rand, l'intérêt personnel doit être déterminé par l'usage de la raison, en évitant le piège de la gratification immédiate ou des avantages à court terme, au détriment du bien-être à long terme. Pour mieux comprendre la perspective de Rand, analysons sa vision de l'égoïsme rationnel. Le mot-clé est rationnel. L'égoïsme, selon Rand, ne consiste pas à poursuivre des caprices ou des désirs momentanés, mais plutôt à agir selon un intérêt personnel raisonné et à long terme. Il affirme qu'un véritable égoïste ne nuirait jamais aux autres, ne mentirait pas et ne volerait pas, car ses actions ne serviraient pas son intérêt personnel rationnel. Cela érode la confiance, détruit les relations et finit par perturber la vie de la personne. De plus, la notion d'égoïsme selon Rand implique un profond respect de soi et une grande estime de soi. De la même manière qu'Aristote parlait de l'amour de soi, l'égoïsme selon Rand consiste à se respecter, à honorer ses propres valeurs et à rechercher l'épanouissement et la croissance personnelle. Rand affirme que ce type d'égoïsme rationnel est en réalité une condition préalable à une société juste. Si chaque individu se concentre sur son propre intérêt rationnel et respecte le droit égal des autres à faire de même, cela conduirait à une société où la coopération et le respect mutuel prospèrent. Selon Rand, un monde où chacun pratique l'égoïsme rationnel est un monde d'individus indépendants et épanouis, vivant en harmonie dans le respect des droits de chacun. Dans notre exploration de l'amour de soi et de l'égoïsme sain, Ayn Rand présente une perspective provocatrice. Sa défense de l'égoïsme rationnel remet en question les normes conventionnelles, nous poussant à réévaluer notre compréhension de l'égoïsme et de son rôle dans nos vies. C'est un rappel frappant de l'importance de vivre en accord avec nos valeurs, de défendre nos propres intérêts et de reconnaître le rôle fondamental que cela joue dans notre bien-être et notre bonheur. Bien que certains puissent considérer sa philosophie comme trop radicale ou la rejeter comme une approbation insensible de l'égocentrisme, il est indéniable qu'il y a de la valeur à reconnaître et à accepter notre propre intérêt. En agissant ainsi, nous progressons vers notre épanouissement personnel et contribuons à une société plus honnête, transparente et harmonieuse. Notre exploration philosophique nous conduit maintenant vers le domaine paisible du stoïcisme, en présentant une figure importante de cette école de pensée, Épictète. Né en esclavage vers l'an 55 après Jésus-Christ en Phrygie, Épictète est devenu l'un des principaux philosophes stoïciens. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans sa jeunesse, ses enseignements ont offert des perspectives précieuses pendant des siècles et continuent de résonner aujourd'hui. Le stoïcisme est une philosophie qui prône la vertu, la sagesse et la moralité comme les formes suprêmes du bonheur. Elle enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons maîtriser notre réaction face à cela. Le stoïcisme encourage l'acceptation sereine du destin, en se focalisant sur l'amélioration de soi par la raison, la discipline et la vertu. Épictète, en tant que philosophe stoïcien éminent, est surtout connu pour ses enseignements sur la maîtrise de soi et la liberté intérieure. Ses œuvres, en particulier les entretiens et le manuel, exposent ces principes en profondeur. Selon Épictète, nous devons reconnaître la différence entre ce qui dépend de nous, nos pensées, nos attitudes et nos réactions, et ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire les événements extérieurs, les actions ou les opinions des autres. Cette compréhension forme la base de sa philosophie et du stoïcisme en général. La maîtrise de soi, au sens d'Épictète, ne signifie pas simplement résister aux tentations ou aux actions impulsives. Au contraire, il s'agit de contrôler nos réactions et nos émotions face aux événements extérieurs. Il s'agit de comprendre que notre état intérieur, notre paix, n'est pas dicté par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous choisissons d'y répondre. Cette perspective s'aligne fortement avec l'amour de soi, car elle nous encourage à prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle et à préserver notre paix intérieure. Le stoïcisme accorde une grande importance aux soins de soi, en soulignant la nécessité de maintenir la tranquillité, la résilience émotionnelle et l'intégrité morale.
Contrairement à la croyance populaire, le soin de soi dans le stoïcisme ne se limite pas à l'indulgence ou à la relaxation physique. Il s'agit de maintenir l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme grâce à des pratiques comme la méditation, la réflexion et le bien-être physique. Cela implique également de cultiver notre rationalité, de gérer nos émotions et de favoriser la vertu, toutes choses qui sont intrinsèquement liées à l'amour de soi et à l'intérêt personnel rationnel. Les enseignements d'Épictète et la philosophie stoïcienne font écho au concept d'amour de soi et d'intérêt personnel rationnel de manière profonde. Ils nous exhortent à donner la priorité à notre paix intérieure, à encourager la pensée rationnelle et à défendre nos vertus morales, toute forme d'amour de soi et d'intérêt personnel. Mais peut-être que le point commun le plus crucial réside dans l'idée de maintenir le contrôle de soi et la liberté intérieure. Cette pratique souligne la nécessité du respect de soi, de la conscience de soi et de la responsabilité de notre bien-être émotionnel, des composantes essentielles de l'amour de soi et de l'intérêt personnel rationnel. Appliquer les leçons d'Épictète au quotidien peut avoir un impact considérable sur notre vie. Imaginons que vous soyez stressé à cause d'un projet professionnel. Au lieu de laisser l'anxiété vous envahir, appliquez le principe d'Épictète qui consiste à reconnaître ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat du projet, mais vous pouvez contrôler vos efforts, la gestion de votre temps et votre réaction au stress. Ou si vous avez du mal avec l'estime de soi, il peut être utile de vous rappeler les enseignements d'Épictète sur la liberté intérieure. Votre valeur est définie par vos vertus, vos actions et votre paix intérieure, et non par les opinions extérieures ou les événements. Alors que nous naviguons dans le labyrinthe complexe de l'amour de soi et de l'égoïsme, notre prochain guide est le philosophe français, et l'une des figures clés de la philosophie existentialiste, Jean-Paul Sartre. Né en 1905 à Paris, Sartre était un penseur et écrivain prolifique, et ses idées ont profondément influencé la philosophie occidentale, en particulier l'existentialisme et la phénoménologie. L'existentialisme, le courant philosophique que Sartre a popularisé, se concentre sur l'expérience unique de l'individu dans un univers indifférent, voire hostile. Cette école de pensée met l'accent sur la liberté personnelle, le choix et la responsabilité. Il croit que chaque individu est libre de donner un sens à sa vie, et que cette liberté, bien qu'émancipatrice, s'accompagne aussi de la profonde responsabilité du choix. La philosophie de Sartre tourne célèbrement autour du concept de « l'existence précède l'essence », suggérant que nous, en tant qu'êtres humains, existons d'abord, puis que chacun de nous est responsable de façonner notre essence ou notre nature. Cette liberté existentielle est au cœur de l'idée d'authenticité de Sartre, c'est-à-dire vivre d'une manière fidèle à soi-même, indépendamment des normes ou des attentes de la société. Pour Sartre, l'authenticité implique d'accepter cette liberté existentielle et d'assumer pleinement la responsabilité de nos actions, de nos choix et des conséquences qui en découlent. Il s'agit de reconnaître que nous sommes les auteurs de nos vies et que nous ne pouvons pas blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour nos difficultés. Dans les propres mots de Sartre, l'homme est condamné à être libre car une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. À la croisée de l'authenticité, de l'amour de soi et de l'égoïsme, nous trouvons des liens fascinants. L'authenticité, selon Sartre, est liée à l'amour de soi et à un égoïsme sain, car elle exige que nous restions fidèles à nous-mêmes et que nous donnions la priorité à nos croyances et à nos valeurs. Il s'agit de reconnaître nos désirs, d'assumer nos choix et de vivre en accord avec ce que nous sommes réellement. Il s'agit de s'aimer suffisamment pour vivre de manière authentique, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes ou des normes sociales. Cependant, l'authenticité de Sartre n'est pas un égoïsme nombriliste, mais une question de responsabilité et de liberté. Ce n'est pas une raison pour négliger les autres ou ses obligations. Au contraire, c'est un appel à s'engager authentiquement avec notre liberté et les choix qu'elle implique. Ici, nous observons une distinction fine mais cruciale avec l'égoïsme. Alors que l'authenticité exige de reconnaître et d'agir selon nos désirs, elle n'implique pas d'écraser les autres pour obtenir ce que nous voulons. Pour appliquer le concept d'authenticité de Sartre dans la vie réelle, prenons l'exemple des relations personnelles. L'authenticité implique d'être honnête sur ses sentiments et besoins,
même s'ils ne correspondent pas aux attentes de son entourage. Il s'agit d'avoir le courage d'exprimer votre véritable personnalité, sans compromettre vos valeurs ou votre intégrité pour plaire aux autres. Ou, dans un contexte professionnel, vivre de manière authentique pourrait signifier choisir une carrière qui vous épanouit réellement, plutôt qu'une voie prestigieuse ou lucrative. Il s'agit de reconnaître vos passions et vos aspirations, et d'assumer la responsabilité des choix qui y correspondent. Le concept d'authenticité offre un prisme fascinant pour explorer l'amour de soi et l'égoïsme sain. Sa philosophie existentielle nous pousse à embrasser notre liberté, à prendre la responsabilité de nos vies et à oser vivre de manière authentique, enrichissant ainsi notre compréhension de l'amour de soi et de l'égoïsme. Alors que nous poursuivons notre voyage philosophique vers l'Est, nous trouvons refuge sous l'arbre de la Bodhi, source d'illumination du bouddhisme. Cette philosophie ancienne est née des enseignements de Siddhartha Gautama, le Bouddha, au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Ces enseignements ont résonné à travers le temps, offrant sagesse et guidance à des millions de personnes dans le monde. Les enseignements du Bouddha s'articulent autour des 4 nobles vérités, qui identifient l'existence de la souffrance, sa cause, sa cessation et le chemin menant à cette cessation. Ce chemin, connu sous le nom de noble sentier octuple, est la prescription du Bouddha pour se libérer de la souffrance et atteindre le nirvana, un état de paix ultime et d'illumination. Un aspect essentiel des enseignements du Bouddha est la voie du milieu, aussi appelée le noble sentier octuple. La voie du milieu est un chemin de modération, une voie entre l'indulgence envers soi-même et le renoncement à soi-même. Elle évite les 2 extrêmes, préconisant plutôt une approche équilibrée et consciente de la vie. Le Bouddha a découvert ce chemin après avoir expérimenté à la fois le luxe opulent et l'ascétisme sévère, réalisant qu'aucun des 2 n'apportait le vrai bonheur ou l'illumination. Ceci est une partie complète, qui couvre la sagesse, la conduite éthique et la discipline mentale. Elle se compose de la juste vision, de la juste intention, de la juste parole, de la juste action, du juste moyen d'existence, du juste effort, de la juste attention et de la juste concentration. Ensemble, elles constituent une approche équilibrée de la vie qui aide à se libérer de la souffrance. Lorsque nous examinons les implications de la voie du milieu sur l'amour de soi et l'égoïsme, une interaction fascinante devient évidente. D'un point de vue bouddhiste, l'amour de soi est une attention compatissante portée à son bien-être physique et mental. Cela implique de cultiver des états d'esprit sains et de minimiser ceux qui ne le sont pas. La pratique de l'amour de soi s'accorde bien avec la voie du milieu car elle consiste à prendre soin de soi sans tomber dans les extrêmes du narcissisme ou de la négligence de soi. D'un autre côté, l'égoïsme dans le bouddhisme n'est pas foncièrement diabolisé. Au contraire, ce sont les expressions maladroites ou nuisibles de l'égoïsme qui sont découragées, comme la cupidité, la haine et l'illusion. Ces racines de la souffrance sont considérées comme éloignant une personne du droit chemin. Cependant, un sens sain de l'égoïsme, comme prendre soin de son propre bien-être, est important dans le bouddhisme car il aide à cultiver l'amour de soi et la compassion, qui sont essentiels pour suivre la voie du milieu. Considérons la méditation, une partie fondamentale de la pratique bouddhiste. La méditation peut être vue comme un acte d'amour de soi et d'égoïsme positif. C'est un moment que vous vous consacrez entièrement, en vous concentrant sur votre monde intérieur et en cultivant un état d'esprit paisible et attentif. Cette pratique s'aligne parfaitement avec la voie du milieu, favorisant l'équilibre et évitant les extrêmes, comme une focalisation excessive vers l'extérieur ou un détachement total. Dans un contexte réel, la voie du milieu peut nous guider pour équilibrer notre vie personnelle et professionnelle, en prenant soin de nos besoins, sans négliger nos responsabilités envers les autres. Elle peut nous inspirer à vivre sainement, sans nous adonner excessivement au plaisir des sens, ni nous priver de joie et de confort. Elle nous enseigne à aborder la vie, avec équanimité, compréhension et compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. La voie du milieu du Bouddha offre une perspective convaincante sur l'équilibre délicat entre l'amour de soi et l'égoïsme. Elle nous encourage à cultiver l'amour de soi et un sain intérêt personnel, sans tomber dans les extrêmes de l'indulgence envers soi-même ou du renoncement à soi.
En approfondissant notre exploration, nous portons notre regard sur le milieu du XXe siècle, sur les contributions d'un psychologue social allemand, psychanalyste, sociologue et philosophe humaniste, Erich Fromm. Né à Francfort en 1900, les idées d'Erich Fromm ont transcendé les domaines académiques, offrant des perspectives profondes sur le comportement humain, l'amour et la société. Erich Fromm est surtout connu pour son ouvrage L'art d'aimer, publié en 1956. Dans cet ouvrage fondamental, il présente l'amour non pas comme un sentiment facilement influencé par la passion ou des facteurs extérieurs, mais comme un art que l'on doit cultiver et entretenir. Selon Fromm, la pratique de l'amour implique un sens de la discipline, de la concentration, de la patience et une transcendance du narcissisme. Mais surtout, cela nécessite de s'aimer soi-même. Selon Fromm, l'amour de soi est très différent du narcissisme ou de la vanité. Il a souligné que s'aimer soi-même et aimer les autres sont les deux faces d'une même pièce. Elles sont indissociables. Pour Fromm, l'amour de soi signifie reconnaître sa propre valeur et ne pas se détester pour ses défauts. C'est une profonde appréciation de soi qui, à son tour, permet d'aimer véritablement les autres. Selon Fromm, l'expérience de l'amour est l'unique réponse à la condition humaine et la clé de la santé mentale. Il croyait que la santé mentale d'un individu ne pouvait pas être séparée de sa capacité à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Il soutenait que l'amour de soi et l'amour des autres sont étroitement liés, en notant « L'amour n'est pas possible sans amour de soi, et l'amour de soi n'est pas possible sans amour pour les autres. » En termes pratiques, l'idée de l'amour de soi selon Fromm nous encourage à maintenir un équilibre entre prendre soin de nous-mêmes et prendre soin des autres. Il s'agit de reconnaître nos propres besoins et aspirations, tout en respectant et en prenant soin des besoins et aspirations des autres. Elle rejette la notion de l'amour de soi comme un acte narcissique et égocentrique, le redéfinissant plutôt comme un acte inclusif qui va au-delà de soi. Dans nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, l'idée de Fromm nous encourage à pratiquer l'écoute active, la compréhension et le respect mutuel issus de l'amour que nous cultivons pour nous-mêmes et que nous étendons aux autres. Cela nous pousse à être patients non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, alors que nous traversons les défis de la vie. Dans le domaine de la croissance et du développement personnel, le concept de Fromm nous apprend à accepter nos défauts et à travailler dessus sans nous détester ni être trop durs envers nous-mêmes. Cela encourage un niveau sain d'autocritique et d'introspection, favorisant la croissance personnelle et une meilleure compréhension de nous-mêmes. Le point de vue de Fromm sur l'amour de soi comme partie intégrante de l'amour des autres apporte une dimension essentielle à notre compréhension de l'amour de soi et de l'égoïsme. Ces réflexions nous encouragent à reconnaître l'amour de soi, non pas comme un acte isolé et égocentrique, mais comme une étape essentielle vers l'amour des autres et une vie épanouie. Au fil de notre exploration des différentes philosophies et perspectives psychologiques sur l'amour de soi et l'égoïsme, nous nous retrouvons dans une mosaïque d'idées, chacune unique, mais partageant des points communs. Comparer et opposer ces perspectives nous aide à apprécier leur profondeur et leur diversité, et nous guide dans l'intégration de ces principes dans notre vie quotidienne. En commençant par Carl Rogers, nous avons vu que l'amour de soi est intrinsèquement lié au concept d'actualisation de soi. Une vision positive de soi permet d'explorer pleinement ses potentiels et ses capacités. Le concept d'actualisation de soi réapparaît dans la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, mettant en avant l'amour de soi comme un élément crucial pour réaliser notre plus haut potentiel. Le daimonia d'Aristote exprime des sentiments similaires, avec la recherche du bonheur à travers la réalisation de soi et l'accomplissement de l'excellence personnelle. D'un autre côté, l'objectivisme d'Ayn Rand introduit l'idée de l'égoïsme rationnel, selon laquelle poursuivre son propre intérêt, lorsqu'il est fait de manière rationnelle, constitue le but moral le plus élevé. Cela contraste avec la perspective stoïcienne, représentée par Épictète, qui prône la maîtrise de soi et la liberté intérieure, recherchant la tranquillité et la vertu, plutôt que la gratification immédiate de soi.
La perspective existentialiste de Jean-Paul Sartre nous pousse à la recherche de l'authenticité, ce qui implique que l'amour de soi consiste à embrasser notre liberté et à assumer la responsabilité de nos actes. Pendant ce temps, la voie du milieu de Bouddha nous enseigne à naviguer entre les extrêmes de l'auto-négation et de l'auto-indulgence. Une approche équilibrée entre l'amour de soi et l'égoïsme est soit nécessaire. Erich Fromm fait le lien entre ces différentes perspectives en présentant l'amour de soi comme un art essentiel à notre capacité d'aimer les autres. Son travail souligne l'interdépendance mutuelle entre l'amour de soi et l'amour des autres. Malgré leurs contextes historiques et culturels variés, ces philosophes et psychologues partagent une appréciation de la valeur de l'amour de soi et d'un sens équilibré de l'égoïsme. Ils reconnaissent tous, d'une manière ou d'une autre, que l'amour de soi n'est pas un acte de vanité ou de narcissisme, mais une partie cruciale du bien-être humain et une clé pour une vie épanouissante. Le concept d'égoïsme, lui aussi, est reconsidéré comme un acte sain de prendre soin de soi et non comme une expression de mépris envers les autres. En appliquant ces perspectives à notre époque, nous pouvons en tirer de précieux enseignements. L'amour de soi consiste à reconnaître notre propre valeur et à nous traiter avec gentillesse et respect. Cela implique de comprendre et de satisfaire nos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou psychologiques. L'égoïsme sain, en revanche, consiste à poser des limites et à prendre du temps pour soi au milieu de nos vies bien remplies. Il s'agit d'affirmer nos intérêts, tout en gardant de l'empathie et de la considération pour les autres. Dans un monde qui nous demande souvent de placer les besoins des autres avant les nôtres, ces perspectives philosophiques et psychologiques nous rappellent l'importance de prendre soin de nous aussi. Après tout, comme le dit l'adage, on ne peut pas verser d'une tasse vide. En prenant soin de nous-mêmes, nous sommes mieux préparés à contribuer au monde et à enrichir la vie de ceux qui nous entourent. Alors que nous nous lançons dans nos parcours individuels, laissons ces philosophes et psychologues être nos guides. Que leurs idées éclairent nos chemins, alors que nous naviguons sur les terrains de l'amour de soi et de l'égoïsme, et que nous nous efforçons de créer un équilibre qui favorise le développement personnel et contribue à une vie épanouie. Alors que vous progressez, rappelez-vous que l'amour de soi et un égoïsme équilibré ne sont pas des entraves à notre développement, mais des accélérateurs. Ils forment le courant sous-jacent d'une vie non seulement bonne, mais aussi pleine de sens, épanouissante et authentiquement la nôtre.